Mana Chirali et elle nous a rejoint sur le plateau de France Info. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes sociologue, politique spécialiste de l'Iran et auteur notamment de ce livre Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines. Vous avez beaucoup travaillé sur la jeunesse iranienne. On se demande effectivement comment réagissent les Iraniens et notamment la population iranienne, les jeunes Iraniens qui s'étaient beaucoup mobilisés ces dernières années. Depuis maintenant 6 jours que le pays est frappé. Le centre de Téhéran a de nouveau été touché ce matin par d'importantes frappes. Les contacts que vous avez sur place, comment réagissent la population face à ces frappes qui sont intenses évidemment et ce pouvoir qui a été en grande partie décapité? Déjà, il faut dire que les contacts sont très difficiles parce que l'Internet est coupé depuis 5-6 jours. Toujours de Et manière très intense, toujours peu de de manière communication. très intense. Et il n'y a que ceux qui sont vraiment très spécialistes qui arrivent à se connecter. Je ne sais pas comment, mais ils arrivent quand même à se connecter, à filtrer, à faire sortir des images, des vidéos qu'ils prennent. Et j'ai pu constater qu'ils sont sur les toits en train de filmer les bombardiers, en train d'applaudir. Et c'est ça qui est très étonnant et difficile à transmettre aux spectateurs français pour dire que c'est un pays sous les bombardements, mais en même temps, c'est sa jeunesse. Qui n'a pas peur des Non gardiens de la seulement Révolution? Enfin, ils disaient qu'ils avaient plus peur des gardiens de la Révolution parce que la nuit dernière, il y a 2 nuits, nous avons reçu des vidéos qui montraient que les gardiens de la Révolution tiraient sur les fenêtres des habitations. Parce que le soir, quand il y a des avions dans le ciel de Téhéran et des grandes villes, les Iraniens sont à la fenêtre en train de crier à bas la République islamique. Alors donc, il y a 2 nuits, nous avons reçu plein de vidéos qui montraient qu'ils tiraient sur les habitants. On va en parler avec vous dans un instant de ce qui se passe effectivement à Téhéran, peut-être de cette population qui pourrait se soulever contre le pouvoir, de quelle manière. Mais d'abord, allons voir aussi ce qui se passe du côté du Liban. Beyrouth qui est de nouveau frappé également ce matin. Les cibles du Hezbollah qui sont nombreuses. Rima Abdul-Malak est avec nous en duplex de Beyrouth. Bonjour, ancienne ministre de la Culture bien sûr en France et désormais directrice du groupe de presse libanais L'Orient le Jour. L'Orient le Jour très mobilisé. Évidemment, on va voir notamment votre une sur le Hezbollah qui est encore extrêmement très forte. Comment vous percevez, comment les Libanais perçoivent justement cette offensive israélienne qui vise une nouvelle fois le Hezbollah avec l'objectif d'éradiquer la branche militaire du Hezbollah? Oui, la nuit a été encore difficile. Il y a eu de nombreuses frappes, dans la banlieue sud de Beyrouth, au sud du Liban, sur une dizaine de villages et pour la première fois au nord du Liban aussi. Donc là, on a une, encore plus généralisation de la des bombardements israéliens. Nous, on espérait en fait que le Hezbollah n'entre pas dans cette guerre. La majorité des Libanais ne souhaitaient pas être embarqués dans cette guerre. Israël violait quotidiennement le cessez-le-feu depuis novembre 2024, mais le Hezbollah ne ripostait pas. Il a fallu qu'il entre en soutien au régime iranien dans le conflit et il y a une perception très forte de la population libanaise qu'en fait le Hezbollah est entré dans la guerre pour les beaux yeux de Khamenei, qui n'est déjà plus là, plutôt que pour soutenir le peuple libanais. Donc il y a une colère qui est dirigée contre le Hezbollah, mais il y a aussi maintenant une colère de plus en plus forte contre Israël, puisque ces bombardements touchent d'énormes emplacements du pays et qu'il y a une offensive terrestre qui va commencer et on a peur d'une annexion quasiment du sud du Liban. Rina Abdul-Malak, on, Jean-Baptiste on Matt. sait, on sait aujourd'hui, enfin on le sait, que le Hezbollah c'est militaire, mais c'est aussi politique. Est-ce que d'après vous aujourd'hui, le fait que le gouvernement libanais ait interdit au Hezbollah et rejeté l'option militaire de la part du Hezbollah contre Israël, est-ce que ça pourrait avoir même une action plus loin sur l'influence même du Hezbollah sur l'entièreté du pays? Est-ce qu'aujourd'hui les Libanais pourraient dire au Hezbollah, pourraient se retourner contre le Hezbollah et dire il y en a assez de votre présence? Alors, il faut savoir que le Hezbollah représente une grande partie de la communauté chiite du Liban, qui est une large partie de la population. Donc, on doit tenir compte d'eux, quel que soit l'avenir qui va se dessiner pour ce pays. Et effectivement, plus le Hezbollah sera un mouvement politique et moins militaire, il y a un autre mouvement politique qui est Amal, qui représente aussi les chiites, plus on peut imaginer des négociations et une cohabitation beaucoup plus sereine. Mais là, aujourd'hui, c'est très imbriqué, la dimension militaire et la dimension politique de Hezbollah, c'est assez difficile à dissocier.
Juste un mot pour finir, Rima Abdul-Malak, le Liban au bord d'une nouvelle invasion, c'est la une de l'Orient le jour ce matin. C'est une réelle crainte de la part des Libanais de voir le sud du Liban de nouveau envahi par l'armée israélienne, par des soldats de Tsahal. Oui, en tout cas, ça a l'air d'être très clairement l'objectif du gouvernement israélien. On l'a déjà vécu. On l'a vécu en 1982. L'histoire se répète et on a l'impression d'un jour sans fin où on ne voit pas le bout. Et finalement, le Hezbollah a été créé après l'invasion israélienne de 1982, certes avec le soutien de l'Iran qui l'a armé, qui l'a financé, mais il n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu cette invasion de 1982. Donc aujourd'hui, peut-être que le Hezbollah va être très affaibli, mais qu'est-ce que ça va générer de pire, finalement, peut-être, une nouvelle occupation du sud du Liban par Israël. C'est ça aussi notre crainte. Merci beaucoup et on vous entend bien, Rima Abdul-Malak. Merci d'avoir été en direct sur France Info ce matin. Évidemment, Beyrouth qui a donc été de nouveau frappé ce matin par l'armée israélienne, mais aussi Téhéran et la banlieue de la capitale iranienne de nouveau. Mana Shirali, vous êtes toujours avec nous. Le régime iranien est-il vraiment fragilisé par cette guerre, par ces bombardements et de quelle manière? Qu'est-ce qu'on sait de la réalité aujourd'hui du pouvoir iranien? C'est quoi? Alors, ce matin, j'ai écouté les experts militaires iraniens qui sont à l'étranger, qui sont basés à l'étranger. Ils disaient que, je parle de Morad Veisi, qui est très connu parmi les Iraniens. C'est un journaliste de Iran International. Alors, il disait que la force navale iranienne est détruite à 80%, et l'armée est totalement impuissante. Et là, la fréquentation le nombre des missiles envoyés sur les pays d'à côté des pays voisins a largement diminué. Et ça montre que vraiment le régime est aux abois. La relation des unités militaires avec leur base a été complètement coupée, donc il n'y a pas de coordination entre les unités militaires et chacun agit selon ses propres initiatives. Ils ont été entraînés pour ce moment. Il n'y a pas de coordination de pouvoir central, mais les unités, mais les pouvoirs... je le dis, ils étaient entraînés pour réagir à leur propre initiative. Il y a un principe qu'ils appellent « Atash be-ikhtiyar », ça veut dire « feu à volonté », selon leur propre initiative. C'est pourquoi on voit qu'ils agissent d'une manière tout azimut. En touchant tous les pays du Moyen-Orient. Absolument. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans une logique totalement suicidaire. Vous dites suicidaire, mais tout de même, ce qui peut étonner, n'étant pas iranien, quand on regarde de loin depuis la France, c'est tout de même la résilience de ce pouvoir. C'est-à-dire qu'il est frappé de toutes parts et il tient encore, il organise même un conseil pour un nouveau guide suprême. Donc on a l'impression tout de même que, comme vous l'avez dit, il s'était préparé tout de même à ce moment. Ça veut dire que là, est-ce qu'on est dans un moment existentiel, donc peut-être dans la survie du régime de la République islamique d'Iran, mais est-ce que pour eux aussi c'est un combat très important, existentiel, auquel ils se préparaient depuis très longtemps, tout de même, non? De toute façon, c'est leur survie qui est en jeu, mais on n'est que 6e jour de la guerre. Et c'est un grand régime quand même, sur un pays de 92 millions d'habitants, avec des ressources immense, un pays extrêmement riche. Vous n'attendez quand même pas qu'il tombe du jour au lendemain. Il résiste un tout petit peu. Cela dit, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit affaibli aussi rapidement. On est au 6e jour. Il est en manque de stock de missiles. Ses bases ont été frappées et les pastorans, les gardiens de la révolution ne sont plus dans leur base parce qu'ils ont peur d'être bombardés. Et ça, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas parce que pour les observateurs qui connaissent le système militaire iranien de l'intérieur, ils attendaient quand même plus de résistance. Au 6e jour, ils sont aux abois. Alors justement, plus de résistance. À l'instant, d'ailleurs, le secrétaire américain à la Défense dit à son homologue israélien qu'il faut, je cite, continuer jusqu'au bout. Donc c'est vraiment les Américains qui envoient les Israéliens en première ligne, on le comprend bien. Le pouvoir aurait dû nommer hier un nouveau guide pour diriger le pays. On parlait de Mojar Hamenei, le fils d'eux, probable successeur du guide suprême. Il n'a pas été nommé. Ça veut dire quoi, selon vous? C'est qu'ils n'arrivent même pas à désigner un successeur, ils ne sont pas en capacité de le faire? C'est très important ce qui ne s'est pas passé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas osé nommer
Mojtaba Khomeini comme comme le successeur de son père, Oui. ils n'ont pas osé. Mais le plus important encore, le plus significatif, le plus symbolique Les encore, obsèques. ce sont les obsèques. Oui. Vous savez, les musulmans doivent enterrer leurs morts immédiatement. Alors, un grand guide Et les obsèques d'Ali suprême Khamenei ont été qui repoussées. était le guide soi-disant du monde musulman, que son élimination aurait pu renverser le monde musulman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est mort, on n'arrive même pas à l'enterrer. Ça veut dire à quel point le régime a affaibli. Il ne peut même pas enterrer son guide suprême. Qu'est-ce qu'on sait justement de la succession qui ne se met pas en place, Jean-Mathieu? C'est-à-dire qu'a priori, tout était prévu. Les Iraniens nous disaient toujours, mais le jour où le guide suprême disparaît, il avait 88 ans, donc Ouais. la succession se préparait, on aurait la succession tout de suite, le pouvoir allait continuer, il n'y aurait pas de vacances du pouvoir. Je crois que c'est même l'article 111 de la Constitution de la République islamique. En gros, il y a un triumvirat que l'on voit actuellement, notamment composé par le président, que l'on connaît. Un des 3 qui a déjà été abattu. Exactement, et il y a un collège de 88. Alors là, c'est un mélange en effet entre politique et religion, puisque c'est c'est le but de ce pouvoir, qui doit normalement élire. Mais normalement, il doit le faire, comme vous l'avez dit, très rapidement. Là, le fait que ça ne se fasse pas, que en plus ce candidat, vous allez peut-être me contredire, mais je crois que c'est assez mal vu, c'est très divisé en interne. Vous savez, c'est comme une sorte de petit conclave. Hein. Que le fils. Parce qu'en d'Ali gros, Khamenei ça qui s'est mettrait en place une dynastie. Or, les Iraniens, ont abattu une dystie avec le Shah dans les années 70. Et donc, en fait, il y a ça aussi dans la réflexion de se dire, il y a eu le père, il y a eu le fils. Et puis surtout, là, si c'est ce fils-là, Mojtaba Khamenei, c'est un dur, c'est un très proche des gardiens de la Révolution. Donc, ça veut dire qu'on continue la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté d'ouverture, de négociation dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'est-à-dire qu'on continue aujourd'hui, front contre front, Israël, États-Unis contre Iran, et ça va continuer jusqu'au bout. Continuer jusqu'où? Comment le pouvoir iranien peut tenter de reprendre la main et de quelle manière, selon vous? Je pense qu'on n'est plus du tout en face d'un régime, en face d'un pouvoir. Je pense qu'il est complètement à terre. Et je vous ai dit, il n'arrive même pas à enterrer son guide. Le guide qu'ils ont l'intention de nommer, il ne remplit pas les conditions, parce que pour être guide suprême, pour être Valier Fari, il faut avoir un certain niveau dans la hiérarchie cléricale des chiites. Qu'il n'a Alors, pas, lui. Il n'a absolument pas. Son père n'avait pas non plus, mais son père n'était pas aussi bas dans la hiérarchie. Donc, on l'a remonté de force, sans passer par les étapes nécessaires. Mais celui-là, il est vraiment au ras des pâquerettes. Alors, on se demande comment ils vont faire. Bon, ça montre quand même une chose extrêmement importante, que ces hommes, dans leur médiocrité, dans leur cruauté, dans leur incompétence, ils ne sont pas aussi interchangeables qu'on le croit. Et c'est très difficile de les remplacer. Un mot tout de même sur ce que vous disiez, Jean-Baptiste, par rapport à ces Iraniens. Donald Trump espère qu'ils vont se lever. Est-ce que, d'après vous, c'est possible aujourd'hui, quand on voit, on a vu encore Téhéran sous les bombes, est-ce que finalement ce dernier coup de collier qui peut être mis au pouvoir iranien, c'est une révolte comme on a pu voir en janvier, ou au moment de Femme, Vie, Liberté? Est-ce que les Iraniens seraient dans cette optique? Malgré la répression terrible du mois de janvier, effectivement, il y a peut-être 30 000, voire peut-être encore plus de personnes qui ont été abattues par les gardiens de la Révolution. Est-ce qu'ils peuvent se soulever de nouveau? Pour l'instant, la difficulté des leaders des Iraniens et de ceux qui, quand même, leur parole ont un certain poids. Alors, pour eux, la difficulté, c'est de contenir les Iraniens dans les abris. Ils sont tout le temps sur les toits, en train de crier « à bas la République islamique », en voulant sortir. Là, maintenant, la difficulté, c'est plutôt l'inverse, de leur dire « laissez les Américains et les Israéliens terminer leur travail, vous pouvez sortir après ». Et là, avant-hier, c'était le prince Reza Pahlavi qui a fait un communiqué en disant « restez à l'abri ». Oui, c'est pas le moment de faire des manifestations, ce n'est pas le moment de crier « à bas la République islamique ». Restez à votre... Donc le temps d'un éventuel soulèvement populaire viendra plus tard. Et je pense on doit, pour l'instant, les Iraniens doivent rester quand même à l'abri. Et je pense qu'ils ne vont pas tarder. Ils ne vont pas tarder de sortir et prendre les positions de pouvoir en Iran. Et dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas que ce qu'il reste du régime des Mollahs, vous avez dit qu'il était en effet très très affaibli, le fait qu'il n'y ait pas de successeur désigné, on le voit bien, ils n'ont pas réussi en effet à nommer le fils de Khamenei, est-ce que ce n'est pas aussi une volonté de la part de ce régime qui voudrait un petit peu rester en place de négocier avec les États-Unis, c'est-à-dire de nommer quelqu'un qui serait un petit peu plus fréquentable et qui permettrait finalement à ce régime de résister, de subsister, mais tout en étant accepté par les États-Unis et par l'Occident?
De toute façon, on peut compter sur eux de tenter d'utiliser toutes les voies pensables et imaginables pour assurer leur survie. Mais le problème, c'est que après les massacres du 8 et du 9 janvier, le régime a perdu complètement sa crédibilité, sa légitimité. Et le prochain pouvoir a besoin d'avoir une certaine légitimité. Aucun pouvoir politique ne peut s'installer sans la moindre légitimité. Alors, ce régime a perdu la face devant les Iraniens depuis longtemps, mais surtout, le coup de grâce a été donné le 8 et le 9 janvier dernier. Alors, est-ce qu'il y a une possible de se réformer de l'intérieur? Tout est possible. Parce que Donald Trump disait qu'il avait des candidats. Il parlait de 3 candidats possibles Donald Trump à pourrait la tête dire de ce l'Iran. qu'il a envie de dire, mais le problème, c'est que les Iraniens n'acceptent plus ce régime. Ils veulent se débarrasser à 100% de la République islamique. Mana Cherli, dernier point, c'est la perception de ce conflit dans le monde musulman. On a vu effectivement que tout un tas de pays avaient été touchés par des drones iraniens, alors en visant surtout des installations militaires américaines, mais on a vu aussi au Koweït des personnes qui ont même été tuées. Comment ce conflit est perçu? L'Iran se retrouve isolé plus que jamais dans la région? La République islamique a fait tout pour se faire isoler, en tirant sur ses alliés, sur le Qatar, qui le soutenait bec et ongle. Alors, combien de missiles le Qatar? À peu près 200 missiles le Qatar a reçus. Bon, il n'y a que 2 qui ont fonctionné, mais quand même, c'est impensable. En fait, ce qu'ils sont en train de faire montre tout simplement une seule chose, qu'on n'est plus du tout en face d'une république islamique, mais on est en face des unités séparées. Dernières informations, effectivement, donc Téhéran qui a de nouveau été, on le disait, fortement frappé. La région également, la banlieue de Téhéran qui aurait été frappée avec là des installations militaires et des lanceurs de missiles, disait Jean-Mathieu, qui ont été frappés. Là, le but n'était pas, en tout cas cette nuit pour l'armée israélienne, d'abattre des personnalités du régime. Apparemment non. Et puis alors, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, le régime en place, donc qui est un régime aussi militaire, notamment par les gardiens de la Révolution, a construit depuis des années des bases souterraines pour en proposer des armes. Et donc, c'est ça qui aurait pu être touché. Mana Cherli, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, qui va peut-être être moins bâillonné dans les semaines qui viennent. On suivra évidemment ça, le possible soulèvement populaire dont vous nous parliez. C'est aux éditions Les Pérégrines. Suite de notre édition spéciale qui se poursuit évidemment sur France Info.